Eh bien, bonjour tout le monde. Merci d'être venu. C'est un talk qui me tient à cœur, qui était sur une partie importante de ma vie. Du coup, j'espère que vous en tirerez quelque chose. Euh, alors, j'ai mis un QR code pour faire un sondage. Si vous avez envie de le faire, allez-y. C'est sur votre envie de créer une start-up. Voilà. Ça permettra d'avoir un petit peu 2-3 chiffres à la fin. Euh, hop, je vais vous laisser un peu de temps. Si je meurs de soif en cours de route, vous le verrez normalement, parce que j'ai oublié d'ouvrir une bouteille, donc on verra ça plus tard. Alors, fin 2000... ah bah, parfait, merci. Fin 2017, je rejoins en fait 2 cofondateurs pour créer Fairview en tant que CTO. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'étais ici en 2019. Je faisais le tour des confs cette année-là pour parler justement du produit et du fait que je l'ai fait en Haskell à cette époque. Et j'étais là pour parler de Haskell. Et peu de temps d'ailleurs après cette conf, genre 1 mois ou 2 plus tard, max, on mettait la clé sous la porte. Voilà, c'est peu de suspense, on s'est planté, le truc parfait, quoi. On a coché toutes les cases. Mais pourquoi je reviens dessus? En fait, je considère souvent que analyser et comprendre les raisons d'un échec permet soit de ne pas le refaire, soit d'en parler à d'autres, etc. Les raisons ont été multiples. J'en ai prise 4, en tout cas. Le business, humaine aussi, le produit et la tech. Je suis le CTO de cette société. Les échecs techniques, je les porte assez lourdement sur moi. Ils ont un impact assez monstrueux dans ma vie. Ça va être en fait un échec technique particulier et il va se ressentir encore quelques années plus tard. En tout cas, on m'a dit au fil des fois où j'ai présenté ce talk, Céline, ce n'est pas que de ta faute. Voilà, donc spoiler, c'est aussi l'échec de mon équipe. Voilà, j'aime bien le dire, ça fait du bien des fois au moral. Du coup, je m'appelle Céline Louvet, parce que je ne m'étais pas encore présentée. Je travaille chez Shine. Au quotidien, je suis outil à tout faire, on va dire. Dev back-end, un bout de DevOps, un bout de front, whatever. Je fais de l'archi-cloud, voilà. Et je fais aussi partie d'une association, Yeso, qui est dédiée à l'augmentation du nombre de femmes dans la tech. D'ailleurs, on a sorti un livre récemment, si ça vous intéresse, sur des rôles modèles pour les futures générations. Alors, si je vous demande des noms de success stories, la plupart du temps, vous en avez déjà qui viennent de popper dans votre tête. Elles sont souvent françaises, en tout cas pour ma part. J'en ai compté, allez, à ce moment-là, 22 en France. J'en ai listé 6 qui sont quand même relativement connus. La notion de licorne est fluctuante. Mais néanmoins, je pense qu'on connaît tous Blablacar, Doctolib, Alan, Conto, Aircall, Payfit. Voilà. À l'opposé, si je vous demande des failure stories, des vrais échecs, j'ai cherché sur le web au moment de faire mon talk et j'en ai pas trouvé tant que ça en fait. J'ai souvent trouvé des échecs du type on s'est planté mais on a fait un pivot, on est reparti. Ou j'ai créé une boîte, je me suis planté, c'est pas grave, j'avais un autre sujet en tête, je suis reparti créer autre chose. Ça, c'est un échec pur et dur. Il n'y a rien d'autre après, il n'y a pas de rebond en tout cas. Oui, dans l'abstract, souvent, j'ai vendu un peu du rêve, des faux chiffres en tout cas. 90% d'échecs, dont 10 la première année. Dans les faits, ces chiffres sont relativement flous en France.
Le 90 vient d'une étude de Startup Genome qui, en fait, ne publie pas du tout les détails de son étude. Une autre de Wyden, qui lui est plus spécialisée dans l'accompagnement de startups, annonce un taux entre 60 et 75%. Donc, assez différent. Pareil, on ne sait pas d'où ça vient. Dynamic Mag aussi annonce un taux de 80%, aucune source, fabuleux. Donc, au doigt mouillé, on est entre plus ou moins 60 et 90%. Ça reste néanmoins plus d'une start-up sur deux. Alors, on va regarder le résultat du sondage, si je suis capable de changer d'écran. Il est là. Et il est là. J'ai cassé mon CSS tout à l'heure en direct, donc vous inquiétez pas, c'est un peu dégueu. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a 69% donc, de personnes qui ont dit que oui, elles avaient envie de créer une start-up. Elles ont eu envie à un moment dans leur vie. Parmi ces 69%, on a 18% qui se sont lancés, donc 2 personnes sur 11, et le reste, non. Et sur ces 2%, il y a eu un succès et un échec. Alors, c'est absolument pas représentatif, enfin, quoi que si, on arrive dans les chiffres dont je parlais tout à l'heure, mais en effet, le jeu de données est tellement faible qu'il vaut absolument rien. Hein. Mais j'aime bien savoir comme ça. Hop. Tac. Je reprends par ici. Alors là, je vais me lancer vraiment dans le vif du sujet et arrêter de pinailler autour. En fait, durant cette expérience, j'ai eu 4 phases, on va dire. Il y a eu l'avant. J'ai un certain contexte quand j'arrive là. J'ai une opportunité en tant que CTO dans une première société. J'avais envie d'être CTO. C'était un objectif personnel un peu ridicule, mais voilà. Dans cette société, il y avait une trentaine de personnes, 3 personnes au dev, plus moi. Très rapidement, clairement, c'est pas fait pour moi. Je fais du recrutement, j'aime pas ça. C'est pas du tout adapté. Donc, avec un commun accord avec mon employeur, comme on dit. En tout cas, j'ai eu ma période, la rupture de période d'essai, c'est eux qui l'ont faite, ce qui m'a permis notamment de bénéficier des allocations chômage. À l'époque, j'avais eu 2 ans d'alloc, ce qui n'est plus le cas normalement pour nos chers Français en ce moment. Les conditions étaient bien meilleures. Et je ressors de ce truc-là, allez, première baffe, c'est pas top. Est-ce que je suis faite pour le monde de la start-up? Est-ce que je suis faite pour le job de CTO? Whatever. Bon. Oui, en effet. À ce moment-là, il y a déjà un historique dans ma vie. J'en suis pas... comment dire? Je suis en couple, j'ai un enfant, j'ai un prêt, j'ai plein de trucs là. Et donc, c'est peut-être... Je ne sais pas si c'est le meilleur moment de la vie de se lancer dans ce genre de choses, on va dire. J'ai déjà eu des burn-out aussi, a priori 2. À ce moment-là, on est début 2017. Je suis un combo à burn-out. Et c'est pas anodin, on va dire. Et j'avais fait toute ma carrière jusqu'à ce moment-là en ESN. Et ça, c'est extrêmement important. J'en avais marre, j'avais envie de quitter ce monde-là. J'en avais marre des gros appels d'offres, des cahiers des charges de l'enfer, ce genre de choses. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Bon, j'étais trop loin de mon client, de mes utilisateurs, ça ne me plaisait pas. Du coup, j'ai eu envie de choisir un projet. Et c'est pour ça que je suis partie dans ce monde-là. Ouais. Alors, je l'ai mis en négatif, mais à ce moment-là, avant de commencer avec les startups, j'avais une super confiance en moi, en fait. Parce qu'en ESN, tout s'était toujours bien passé. Il y avait toujours des gens pour nous aider en cas de problème. Tout se résolvait plus ou moins avec de l'argent. Il y avait toujours un moyen d'arriver à faire ce qu'on voulait, quoi.
Donc, j'arrive, bon, un premier échec avec la start-up qu'on vient de voir. OK, ça fait bizarre. Jusque-là, tout avait réussi dans ma vie. Aïe. Et finalement, en fait, j'ai une autre opportunité. Lors d'un meet-up, au-dessus d'une part de pizza, je discute avec quelqu'un et il me dit tu sais, je connais 2 gars qui cherchent un ou une dev pour se lancer. Bon, pourquoi pas. Tu les connais bien? Non, pas vraiment, j'ai vu passer ça sur LinkedIn. OK, génial. Mais je me dis, bon, on n'est plus à ça près, je suis au chômage, j'ai du temps, je vais me lancer. Je vais aller discuter avec eux. Et quand on s'est... Hop, je me suis trompée de côté. Quand on a commencé à discuter, on était... je pense qu'on était début décembre quand j'ai commencé à discuter avec cette connaissance. Et dans la foulée, 2, 3 jours, une semaine max plus tard, je l'ai rencontré. Ils ont, à ce moment-là, déjà l'idée qui est prête. Ils ont fait leur étude de marché. Ils ont réfléchi à un moyen de se démarquer, ce qui est important. Ils ont défini un business model et un business plan. Et c'est cool parce que, personnellement, je ne sais absolument pas comment faire ces choses-là, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis pas lancée toute seule, en fait, hein, soyons honnêtes. Je suis une dev, je suis issue d'une école d'ingé, je sais faire du dev, un petit peu d'admin système, ce genre de bêtises, et de la compta, parce que c'était dans notre parcours de dev. Mais globalement, c'est tout. Qui sont-ils? Ce sont 2 hommes de 25 ans. Moi, j'en avais 38 à ce moment-là. Donc, on n'est pas dans la même phase de vie. Ils se connaissent parfaitement. Je ne les connais absolument pas. Ils ont fait, alors comme moi, ils ont fait leur XP dans des grands groupes, notamment financiers dans leur cas. L'un est au chômage, l'autre était au RSA. Ce sont 2 anciens de la fac de Paris-Dauphine sur des formations très orientées business marketing. Et de plus, l'un d'eux est un ancien de l'ESSEC. Personnellement, à ce moment-là, déjà, on est sur un premier point qui me fait dire qu'on aurait pu le prédire. Je ne me rappelle absolument pas avoir challengé leur idée au moment de cette discussion. Je n'y connaissais rien, je leur ai fait confiance, ils avaient l'air de savoir ce qu'ils faisaient. Je pense que j'avais le comportement de quelqu'un qui passait un entretien chez un client, basiquement. C'est un truc que je savais très bien faire, je l'ai parfaitement réussi d'ailleurs, mais néanmoins, je n'ai absolument pas cherché à pousser plus loin que ça. Le produit me plaisait. Et par contre, en échange, je ne me suis pas posé la question de est-ce que j'avais envie de travailler avec eux. L'idée me suffisait en fait. Donc déjà là, c'est les premiers points d'alerte, on va dire. Alors, en quoi consiste l'idée? Fairview, c'est un outil, enfin c'était un outil de récolte des avis des consommateurs. Je pense que vous connaissez Avis Vérifié ou d'autres dans le même genre. Bref, c'en est un de plus. Et l'idée, c'était de profiter de la mise en place d'une nouvelle loi à ce moment-là. Jusqu'à cette loi, on avait beaucoup d'avis clients faux. Je pense qu'on a eu toute une période, notamment sur La Fourchette, où il y avait tous les robots qui venaient déposer absolument tout et n'importe quoi dans les avis pour tenter de faire remonter les restaurants. C'était le même problème sur beaucoup de produits. Et du coup, il y a une loi qui allait paraître là-dessus. Nous sommes en décembre 2017. La loi entre en vigueur en janvier 2018, 2 semaines plus tard. Il était prévu qu'elle impose en fait aux e-commerce d'avoir donc ce qu'on appelle des avis de clients vérifiés. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude, quand vous achetez quelque chose, quelque temps après, on vous demande votre avis. Parce que vous l'avez acheté, en fait. Voilà. Donc, c'est précisément cette loi-là. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée de profiter de cette opportunité. En plus, on a un petit côté mignon. Pour un avis qu'un client, un acheteur aurait laissé chez un commerçant, nous, on reverse un micro-don à une association. Et c'est cool quand même.
de faire ce genre de choses. J'étais assez contente de cette idée. J'aimais bien son côté éthique. Donc, ouais, le fonctionnement. Bon, je pense que vous voyez tous le flux d'achat de base sur Internet. Vous êtes un client, vous allez sur un site d'e-commerce, vous achetez un truc. Au bout du chemin, le site d'e-commerce nous prévenait, nous, que vous avez fait un achat, la date, potentiellement le contenu, ce genre de choses. Et après, 2 semaines plus tard, c'est là où Fairview intervient vraiment, envoie d'un email à l'acheteur pour lui demander son avis. En échange, il dépose son avis, il sélectionne une association, et nous, on reverse le don à l'association. Et du coup, comme je disais en préambule, il y avait une étude de marché qui avait été faite. Elle avait démontré qu'en fait, il y avait déjà beaucoup de concurrents sur le marché. Je pense, je citais tout à l'heure Avis Vérifié, mais il y a aussi Trustpilot. Dans d'autres pays, il y a Yotpo qui est très connu. Et la plupart étaient là depuis déjà de nombreuses années. On était en 2017. Il y en a un qui date de 2007, donc il y a déjà 10 ans d'ancienneté, donc qui est déjà bien installé sur le marché. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore un point important, c'est qu'il va falloir se démarquer extrêmement rapidement pour que la société survive. Et pour arriver à faire ça, on va devoir aussi définir le contenu du MVP. Quand on a des plateformes qui sont déjà très en place, c'est difficile de réduire le scope pour en faire moins. Donc, pour se démarquer, on a décidé de viser les clients de type TPE et PME. Les concurrents du moment fonctionnaient par abonnement mensuel qui était hors de prix quand on avait 2-3 ventes par mois. L'idée, c'était de nous adresser aux autres commerçants, ceux qui faisaient quelques ventes, les petits artisans, les gens qu'on peut trouver sur les plateformes type Etsy et compagnie, qui vendent un carnet de temps en temps, ce genre de choses. Voilà, c'était pour eux qu'on essayait de faire ça. Et aussi, on avait le coût du micro-don, notre côté mignon, qui était là pour essayer de motiver nos commerçants. Oui, c'est pas anodin parce qu'on reste une start-up qui n'a pas d'argent. Les dons aux associations sont déductibles des impôts, en fait. C'est pas rien. Je disais, oui, le contenu du MVP. C'est nettement plus compliqué. Alors, avant de poursuivre, je préfère revenir sur le mot MVP. C'est Minimum Viable Product et non pas minimum vendable, minimum... Enfin, on voit tout. Là, c'est le viable. Donc, ça veut dire la version du produit qui demande le minimum de fonctionnalité pour obtenir le maximum de feedback. Difficile de faire moins que un système de dépôt d'avis de clients et une liste qui affiche ces avis. Donc, compliqué. Et comme on veut toucher les TPE-PME, eh bien, on va devoir s'intégrer dans des plateformes. La plupart utilisent des trucs type PrestaShop et compagnie, donc on doit créer un plugin pour aller s'intégrer là-dedans. Oui, aussi, ils avaient une roadmap du coup. Et donc la loi avait été promulguée en septembre 2017. Elle entrait en vigueur en janvier. Et nous, on était mi-décembre. Ce qui veut dire que devant nous, on avait 2 semaines quasiment pour faire les premiers devs et se lancer. On espérait faire une bêta-test en juin et en septembre, un lancement complet du produit. Donc ça veut dire 6 mois pour la bêta et 9 pour le lancement final. On ne peut pas se permettre de prendre plus de temps parce que ceux qui sont déjà en place ont commencé à faire leur dev pour cette nouvelle loi beaucoup plus tôt. Et c'est tendu, hein, on est d'accord. Mais moi, je sors de SN, tout se résout à coup d'argent quasiment. Donc, pourquoi pas, hein, ça se tente. Ça me paraît pas aberrant. Puis, bonus, je sais pas dire non. Du coup, c'est parti, en fait. Je sais toujours pas dire non. Hein. L'idée me plaît, je me lance. Let's go. Ils vont me proposer la répartition suivante pour les parts. Au moment où
Avant, en fait, ils avaient chacun 50%. Ils vont me céder 10% de leur part, et je dis bien céder, parce qu'on sentait que je leur arrachais un peu ces 10% à chacun. Donc, ce qui fait que moi, j'ai eu 20% et eux, 40%. Alors, j'étais peut-être un peu naïve, mais je trouvais que c'était OK. Ils avaient l'idée quand même. Moi, je faisais qu'apporter un peu de main-d'œuvre. Je pense que je ne m'évaluais pas forcément en temps. Donc, voilà, c'était bon, c'est pas grave. Mais en fait, non. La répartition était quand même particulièrement inégale. Ça a un impact. À défaut d'être un vrai impact, ça a un impact psychologique. Parce que automatiquement, je vaux a priori moins que les autres. C'est flagrant. Et je vais aussi me contrôler toute seule, c'est-à-dire que je ne vais faire des choses que si les deux autres en face sont d'accord. C'était mes chefs, quoi, à peu de choses près. Ouais, donc ça fait... alors moi, je pense souvent que ça fait un rapport de force inégal. D'autres m'ont dit que c'est pas toujours le cas, que c'est plus une question de relation. Bref, en tout cas, moi je dirais réfléchissez-y et posez-vous la question. Pareil, donc je signe une lettre d'intention pour un peu officialiser tout ça. Alors il y aura du vesting pour une attribution progressive, etc. En fait, c'est déjà aussi un point noir, c'est qu'une lettre d'intention n'est pas un pacte d'associés. Ça n'a absolument aucune valeur juridique et administrative. Et fun fact, si on regarde sur Papers le nom de Fairview, vous ne verrez jamais mon nom, puisqu'il n'est pas officiel. L'avantage, c'est que le jour où on a liquidé, j'avais rien à faire. Ils se sont débrouillés tout seuls. Donc, ouais, ça c'est. Je pense que c'est un de mes points le plus importants dans ce genre de truc. Au moment où vous vous lancez dans ces trucs-là, ça vaut le coup de se renseigner un petit peu sur la procédure et pourquoi pas de faire intervenir un avocat. Ça coûte pas si cher, 100, 200 euros, peut-être un peu plus suivant les avocats, mais globalement, c'est quelques centaines d'euros qui peuvent vous sauver presque la vie, je dirais, un peu. Voilà. Donc en tout cas, j'ai signé, c'est parti, on se lance. Et comme dans toute start-up, la première question qui se pose, avant tout le reste, c'est où est-ce qu'on s'installe. Et on n'a pas le choix. On va prendre le canapé. C'est l'un des trucs qu'on voit le plus souvent. Et ça va être notre cas. Ça sera canapé et coworking. Comme on était à Paris, les cowork coûtaient extrêmement cher, donc on n'y était pas bien souvent. Et chez l'un de nous, qui avait un appartement dans Paris, on avait ce super canapé qui était dispo. Et il y avait juste les moments où sa copine revenait à la maison, où on allait ailleurs. C'était fun. Personnellement, moi, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Passer du temps chez quelqu'un qui est un collègue, je ne le connais pas particulièrement non plus, aller me poser sur son canapé et découvrir sa vie privée, les trucs qu'il aime, et quand je vais dans la salle de bain me laver les mains, tomber sur la petite culotte ou le string de sa nana, ça fait bizarre. Voilà. Comme les cowork coûtent un bras, on ne peut pas vraiment le faire. L'avantage, c'est que l'un d'eux a fait l'ESSEC. Donc, on peut se dire, on va profiter un peu de l'incubateur, le ESSEC. On va s'inscrire dans leur programme, c'est cool. On va avoir de l'accompagnement. Alors, malheureusement, on n'a pas de locaux avec eux parce qu'ils étaient à l'autre bout de Paris, franchement très loin. Du coup, on n'aura pas fait ça. Par contre, on a pu bénéficier du coup de formations, notamment sur l'entrepreneuriat, marketing, les levées de fonds, ce genre de choses. J'ai appris énormément sur des sujets qui n'avaient jamais été abordés dans ma vie, en fait. Et aussi, comme les deux sont des anciens de Paris Dauphine, on a pu aussi s'inscrire au programme de l'incubateur de Paris Dauphine. Et cet incubateur-là, lui, propose des locaux. Et ces locaux, on va pouvoir s'y installer courant avril 2018, quand même 4 mois sur le canapé,
Personnellement, je commençais à avoir mal au dos. En plus, c'était pas un hyper bon canapé. Je fais ma finesse, mais c'était pas un canapé très fou. En tout cas, et aussi, on va discuter avec d'autres gens, parce que ça nous permet de socialiser, c'est fun. Il y a d'autres boîtes au même endroit, tout ça. Et on va bénéficier de l'avis d'experts. Euh, alors, le point un peu rigolo, c'est que les locaux sont situés dans la fac. Et moi, j'ai 38 ans, je débarque au milieu de nos chers étudiants. Il y en a certains, j'ai 20 ans, ouais, 20 ans de différence avec eux à ce moment-là. Je me suis rarement sentie aussi vieille dans mon petit quotidien, là, dans les couloirs. Et aussi, autre truc, on était dans une fac, on a pu profiter des tarifs Resto-U, des tarifs étudiants. J'avais une carte étudiant à l'époque, c'est assez étrange comme sensation. Voilà. En tout cas, là-dessus, j'apporte rien de nouveau, mais si dans les gens qui se lancent, vous sortez d'une formation qui propose des incubateurs, ou même une simple aide, quelle qu'elle soit, profitez-en. C'est jamais anodin, ce genre de choses. Bon. Maintenant, la réalisation vraiment du produit. On va commencer par le produit. On va commencer par le site vitrine. L'idée, c'est d'avoir un site sur le web, l'objectif initial, pour exposer notre produit, toucher des investisseurs, parce que l'argent, c'est la vie, convaincre des incubateurs aussi de nous héberger, parce qu'à ce moment-là, on était encore en décembre, on avait le canapé, et récolter des futurs clients. Alors, les maquettes sont déjà prêtes à ce moment-là. Elles ont servi à faire des prototypes. Alors, je pense pas que les screenshots soient très lisibles, mais en fait, le design, c'est un peu un enfer en soi. Dégradé, diagonale, des petits chemins en SVG qui changent de position en fonction de qui changent de forme en fonction de votre scroll dans la page, tout ça. Bref, un truc. C'était joli sur le papier, mais en dev, c'est pas simple à faire. Du coup, pour avancer vite, je propose de faire une version simplifiée. On enrichira le truc ensuite, quoi. L'idée, c'est d'avoir un site qui expose les infos. Donc, je prévois un design allégé. À la place du bouton pour pour prendre contact et ouvrir le petit panneau de Zendesk, là, ce genre de choses. À la place, ça pré-remplira un formulaire et un email et go, quoi. Ils sont d'accord. On se lance. Moi, j'avais sous le coude une stack qui était déjà prête en JS avec du Vue.js. Donc, je pars avec. J'héberge ça sur du Firebase Google. Ça coûte rien. Il y a un système de quotas. Tout est gratuit tant qu'on est en dessous. Parfait. Et je connais ma stack, donc j'avance super vite. Et là, gros piège. Déjà, c'est une stack de dev. Donc, s'il y a besoin de changer la moindre chose, souvent, ça va passer par moi. Une typo, un changement de couleur, déplacer un bouton, tout ça, c'est forcément moi qui vais aller faire le truc. Et on est en janvier 2018. Moi, j'ai passé un Noël, mais fabuleux, à coder dans mon coin, en famille. J'étais sur un coin de lit à coder mon truc pour aller plus vite. Bref, le truc sort. Et là, on a nos premières tensions. 2 semaines. Et on va commencer à perdre du temps. En fait, la version simplifiée ne leur suffit pas. Ils n'avaient pas compris ce que j'essayais de leur faire comprendre. Moi, j'avais prévu de faire la version simplifiée puis de passer sur le vrai produit, parce que ce n'est pas le site vitrine qui nous ramène de l'argent, sauf s'il y a des gens qui investissent. Mais pour eux, ils pensaient qu'en fait, je faisais ça rapidement, puis derrière, j'enchaînais avec le vrai design et les vraies fonctionnalités qu'ils voulaient absolument, en fait. Bref, ça coince. Et là, ouais, je vais investir du temps. Je vais faire du CSS. Je vais ajouter des fonctionnalités. En plus, ils me les demandent progressivement et à chaque fois, elles sont importantes, donc ça commence à coincer. Je vous fais pas la liste, mais elle est pleine de trucs qui servent à rien, surtout pour un démarrage. On arrive mi-mars, donc on est 2 mois et demi.
3 mois après que j'ai commencé vraiment mes devs. Et bah, quand même beaucoup de temps là-dessus, hein. Et si on essaye de se représenter le temps que j'ai passé sur ces fonctionnalités, ça ressemblerait à ça. Les 2-3 premières semaines sur une version simplifiée, puis ensuite 2 mois sur une version complète. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, celui-là. Il s'appelle Pareto. C'est le principe des 80-20. Et en fait, les 80 premiers pourcents sont très faciles à atteindre en général. Le problème, c'est les 20% restants, ils sont beaucoup plus difficiles. C'est un pattern qui a été créé initialement pour le monde du marketing, mais qui en fait s'applique extrêmement bien à ce qu'on fait en dev. C'est la petite appli que vous allez lancer très vite, et en fait, le moment où vous allez vouloir stabiliser tout, rajouter des fonctionnalités, affiner des choses, là, vous allez y passer plus de temps. Si je devais refaire ça aujourd'hui, en fait, je ne le ferais absolument pas. C'est-à-dire qu'en le codant, j'ai perdu, moi, du temps qui n'apporte pas de vraie valeur. Ils auraient très bien pu se débrouiller, soit en hébergeant un PDF quelque part, soit en utilisant, je ne sais pas moi, Figma pour un prototype. Bref, même Notion permet de faire des sites maintenant, en fait. Donc, il fallait surtout pas le faire. Et ça m'aurait permis à moi de me concentrer sur ce qu'on appelle la vraie valeur métier. La valeur métier pour une startup, c'est ce qui ramène de l'argent et des clients. Donc, par contre, j'ai enfin fini ce site vitrine-là, je vais pouvoir me lancer sur le produit, enfin, le vrai produit. Bon, je prévois une API, je prévois une interface d'admin, parce que bon, les gens, des fois, dans les avis, il y a des trucs qu'ils font qui est assez fun. Ils laissent des insultes, et faut qu'on les modère, quoi. Et ouais, l'interface, bien sûr, pour lister les avis pour les utilisateurs, voir un peu les résultats. Et l'interface avec le plugin PrestaShop, notamment, par exemple, qui sera intégré sur leur site d'e-commerce. Je ne m'arrête pas sur le plugin, parce que le plugin, c'est un truc, je pense que je l'ai fait en moins de 2 semaines. C'était extrêmement facile à faire. Rien de spécial là-dessus. Par contre, l'API, le reste, un peu plus. Bon, j'avais peu de temps. Je voulais avancer. Là, on était du coup en mars. Pour rappel, la bêta, c'était en juin. Donc, c'est pas loin, quoi. Donc, je me lance, je crée un monolithe parce que la scalabilité, c'est ce que j'appelle un problème de riche. Il faut avoir des utilisateurs pour que ça soit utile. Donc, dans l'immédiat, en utilisateur, je pense qu'on a moi-même et les 2 autres. Donc, ça sert à rien. J'avance, je me concentre sur les fonctionnalités. Je ne fais pas dans la finesse. Et on verra ensuite. Bon, le front-end, j'ai toujours ma stack en vue, parfait. La différence entre, je viens de nous spoil, la différence entre l'admin et l'accès public, c'est le simple rôle d'admin sur les utilisateurs, rien de particulier. Et là, je fais l'API en Haskell. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là. Enfin, si, je le sais, mais je me suis complètement emballée, en fait. J'avais 2 mois pour finir un truc, je me lance sur Haskell. Et personnellement, je ne connais pas forcément Haskell à ce moment-là. Et en côté base de données, ouais, j'ai pris du Postgre. C'était un choix facile à faire. Mais ouais, Haskell. À l'époque où j'étais ici, pour faire mon talk il y a maintenant 6 ans, j'avais expliqué ça comme ça, en disant, je suis partie sur une liste de techno, des très connus, Node, Ruby, PHP, Scala, Java, Haskell. Scala avait le vent en poupe à ce moment-là. J'avais, moi, envie d'un langage compilé. À l'époque, TypeScript n'était pas encore vraiment développé, donc bon, ça éliminait les 3 premiers. J'avais envie de fun. D'après vous, ça élimine qui? Désolé, on est dans une conf Java, je ne devrais pas faire cette blague-là. Ouais. Bon, je pense que ça doit pouvoir être fun quand même. Et j'avais envie de découvrir quelque chose. Personnellement, j'avais déjà fait du Scala.
Donc je me suis dit, ah bah c'est parfait, j'arrive sur Haskell, c'est le truc que je voulais faire. Et je me suis lancée là-dessus. C'est communément ce qu'on appelle de la hype-driven development, hein. Sachez-le, quand on fait un choix juste parce qu'on a envie de le faire, on est dans la merde. À ce moment-là, d'ailleurs, Clever promouvoit l'hébergement de Haskell sur leur plateforme. Donc, j'ai des crédits gratuits, toujours utile. Comment ça s'est passé de faire du Haskell comme ça? Mal. J'ai eu très très mal. J'étais persuadée que c'était juste une différence de syntaxe. Que nenni, comme on dit. En effet, la syntaxe est très différente. Ouais. Moi, j'appelle ça des symboles kabbalistiques à ce moment-là. La manière de penser surtout est différente. C'est un langage purement fonctionnel. Les deux mots sont importants dans cette phrase. Parce que le côté pur fait que la gestion de l'IO va être très complexe, au point où, par exemple, écrire du log, c'est faire de l'IO. Donc Haskell nous colle des bâtons dans les roues dès qu'on veut écrire du log pour essayer de débugger ce qu'on est en train de faire. C'est rigolo. Et la doc, alors elle est parfois compliquée à comprendre, et aller poser une question avec tirer flèche sur Google, c'est rigolo. Voilà, c'était compliqué de trouver des infos. Et quand on arrive sur Stack Overflow, moi, j'étais pas une pro de ça à l'époque, absolument pas. Je pense que je le suis toujours pas. Mais du coup, rien que les questions étaient compliquées pour moi, en fait. Je comprenais les mots, mais pas ce que les gens voulaient dire avec. Bref, c'est comme ça que je l'ai vécu. Moi, je suis la petite ligne en rouge. J'ai mal à la tête tous les jours. Au bout de quelques temps, tout d'un coup, ça va mieux. Puis je rencontre le mur suivant, les monades, etc. Alors l'avantage, c'est que j'ai mis la clé sous la porte avant d'atteindre la théorie des catégories. Donc, j'ai pas eu ce mal de tête là. Par contre, j'ai découvert un truc très cool, c'est le type-driven development. C'est facile à ce niveau-là. Je pense que quand notamment on fait du Java ou ce genre de techno, on a l'habitude. Ça consiste à écrire nos types, à définir nos types de départ, nos types d'arrivée, et puis on se laisse emmener par notre compilateur. Et sincèrement, c'est quand même franchement cool. Et bon, ça c'est bonus, on exprime les trucs de manière intéressante, expressive. Mais quelles ont été les conséquences de ce choix? Importantes, hein. Alors, on se doute bien que la roadmap a explosé, on est en été 2018, je suis enfin productive, mais c'est mort en fait. On a déjà dépassé la première date de la bêta. Je suis en retard. Par contre, je code extrêmement vite à partir du moment où j'ai réussi à me lancer vraiment. Comme j'ai pas réussi à tenir ma roadmap, j'ai perdu la crédibilité des autres. Alors sachant que j'en avais pas forcément beaucoup, mais alors là, elle était complètement noyée. Donc leur confiance, elle est perdue. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Évident, hein, changer la stack. Dès que j'ai réalisé que j'avais du mal, il aurait fallu que je change. J'ai ignoré tous ces besoins de productivité, les signaux de mes collègues qui me disaient « T'es sûr que tu vas y arriver ?» Bref, en tout cas, je me suis plantée. Et c'est OK de se planter, mais il faut savoir admettre ses erreurs. Quand on est dans ce genre de situation, en fait, il faut accepter de mettre son ego de côté, accepter l'erreur et redresser la barre, en fait, tout simplement. Il n'y a pas mieux. Donc, si je devais le refaire, je prendrais une techno que je maîtrise, hein, soyons honnêtes. Mais néanmoins, au-delà du langage, le reste était bon. Donc, c'est quand même, ça fait plaisir. Côté levé, parce que c'est quand même le nerf de la guerre en start-up, deux choses sont recherchées par les business angels. Un produit coup de cœur ou révolutionnaire, ou un truc avec un produit avec un chiffre d'affaires assuré. Si vous avez les deux, c'est mieux, hein, on est d'accord. Par contre, Fairview, ce n'est absolument pas révolutionnaire. On a un petit côté éthique mignon. Sinon, du coup, il reste le chiffre d'affaires. Et pour avoir un chiffre d'affaires, il faut avoir des clients qui payent. Pour avoir, nous, des commerçants, du coup, qui payent, il faut être publié sur le store. Pour pouvoir le publier, il faut l'avoir dev. Donc, il faut avoir dev son API. Bravo Céline.
c'est raté. Du coup, très rapidement, les investisseurs vont nous dire revenez plus tard quand vous aurez fait du chiffre d'affaires. Ça, la fin de l'aventure, là, c'est fini, on ferme le rideau, perdu. Et c'est le début de la fin. On est en octobre 2018, on a quand même tenu un bout de temps. On n'a toujours pas levé. On n'a pas d'argent, pas de chiffre d'affaires, rien du tout. Notre morale est en chute. La motivation va avec. On a de moins en moins de fric. Celui qui est au RSA doit retrouver un emploi pour manger. Celui qui est au chômage doit faire pareil. Bref, tout d'un coup, je suis toute seule. Alors, il s'avère que moi, de mon côté, j'avais mon conjoint qui avait un salaire. Donc, quand même, j'ai pu assurer. Et puis, mes allocs aussi, qui aidaient quand même pas mal. Mais je viens de passer 1 an avec un rythme de vie absolument déplorable. Je pense que vous ne le voyez pas bien là-dessus, mais ça, c'est mon graphe de commit approximatif, ça vaut ce que ça vaut. On voit une chose apparaître, c'est qu'en moyenne, mon premier commit est vers 9-10 heures, et je m'arrête vers 19 heures parce que mon gamin est à la maison où il faut que je rentre absolument, et je reprends après manger vers 21 heures, 22 heures, et je finis en moyenne à 3-4 heures du mat', voire à 6 heures pour certaines fois. Donc, les nuits sont courtes et je suis stressée. Bref, je suis épuisée, je suis pleine d'anxiété, c'est encore pire qu'avant. On arrive en janvier, j'ai réussi à tenir quelques mois toute seule quand même. Et là, je craque. J'ai encore quelques mois de chômage, je vais me reposer. Au bout d'un temps, pas le choix, je démarre en freelance, il faut aller chercher de l'argent, il faut aller manger, il faut retourner dans la vie réelle. Mais néanmoins, j'y ai gagné des nouvelles connaissances dans des métiers totalement inconnus. Une manière de coder et de penser son code. J'aurais dû l'avoir avant, mais c'était quand même cool de le découvrir. Par contre, en négatif, la sensation d'échec, elle est violente. Et comme je le disais, je suis épuisée. 1 an et demi à 200%. Mon fils, c'est ma bouée qui m'oblige à arrêter de travailler parce que le matin, il fallait l'emmener à l'école, le récupérer, tout ça. Donc c'est lui qui m'obligeait à m'arrêter. Et du coup, comme prévu, j'ai refait un burn-out. Et on est un peu plus de 6 ans plus tard maintenant. Dès que j'abuse, il est toujours là, ce petit burn-out. Je pense que ce soir, je vais bien dormir. Mais ça va super vite, en fait. L'épuisement est clairement là. Et si je devais le refaire, perso, soyons honnêtes, la dernière personne qui m'a posé cette question, je crois, je lui ai répondu, je préfère aller élever des chèvres dans le Larzac, précisément. On m'a répondu, fais gaffe, les chèvres, ça pue. Ok, j'accepte cette remarque. Dans ce cas-là, je vais juste aller dans le Larzac sans les chèvres. Ça me va aussi. Il y a moins de gens. Et au-delà de la blague, moi, je poserai nettement plus de questions. Mon gros problème, ça a été de ne pas les challenger au début. J'aurais dû prendre le temps de regarder le business plan aussi. C'est un truc que je déteste parce que j'y comprends pas forcément grand-chose. Ça m'aurait demandé une grosse énergie. Et non, il fallait vraiment que je le comprenne. Et je suis en train de dépasser mon temps. Pareil, la procédure avec l'avocat, ça aurait quand même été sacrément mieux. La répartition des parts, ça peut être intéressant de se renseigner et d'essayer d'équilibrer ça. Et puis, bien sûr, ouvrir et qu'on m'entende un peu plus quand je ne suis pas d'accord avec les autres. Bref, en tout cas, je ne suis pas là pour vous dire n'y allez pas. Ce n'est pas du tout mon objectif. C'est surtout de vous dire, si vous y allez, allez-y en connaissance de cause. Ça peut être très sympa comme très violent. Et faites attention à vous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais oublié. Bonjour, merci Bonjour. pour cette présentation. C'était très intéressant parce que j'ai vécu plus ou moins les mêmes choses au même moment
mais j'ai eu la chance d'y perdre un peu moins de plumes au premier essai. Donc j'ai réessayé, j'ai réitéré le truc. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, j'ai pu aussi voir l'impact qu'avait l'incubateur sur la vie d'une startup. Donc, mon premier incubateur, c'était un incubateur privé qui, eux, voulait que du retour sur investissement. Donc, je te passe les détails. Mais le second, c'était aussi un incubateur public. Donc, c'était l'incubateur betabouf.fr en France. Mais du coup, j'ai vu là aussi l'importance de l'accompagnement et d'avoir une communauté autour qui structure un petit peu le soutien à la startup. Et j'étais assez étonné de voir finalement que l'idée avait démarré aussi avant même d'avoir approché un incubateur pour essayer de voir, bah, tiens, pour être challengé justement. Parce que je pense que dans un incubateur, il y a aussi des personnes qui peuvent challenger vraiment ceux qui comptent fonder l'entreprise. Est-ce que tu penses à quelle mesure est-ce que la présence d'un incubateur pourrait avoir aiguillé, ou pourrait aujourd'hui aiguiller ou soutenir un peu un entrepreneur débutant ou intéressé? Alors moi, du coup, j'en ai vécu vraiment qu'un seul, celui de Paris-Dauphine, où là, j'ai eu des gens, on avait des points réguliers, on discutait. C'était clairement toute une équipe à qui on expliquait là où on voulait aller, comment, ce qu'on cherchait à faire. Et ouais, on aurait eu besoin de ça beaucoup plus tôt. Mais je ne sais pas à quel point leur capacité à vendre le produit sur du PDF aurait quand même contourné le problème. Parce qu'en fait, ils étaient très compétents là-dessus, très clairement. Il y avait une vraie compétence marketing. Et du coup, je ne suis pas sûre qu'un incubateur... ça dépend, je pense, de l'incubateur. Cet incubateur-là, il y avait 6 startups en même temps que nous. On était 2 techs. Voilà. On devait être une trentaine de personnes, on était 2. Donc, clairement, je ne sais pas à quel point l'incubateur peut jouer. Mais je pense, oui. Il y a des trucs où on a avancé beaucoup plus vite à partir du moment où on avait un expert en face de nous. On a arrêté de tourner en rond, en fait. Donc, ouais, je sais, c'est particulier. Je ne saurais pas te répondre, en fait. Est-ce qu'il y a une autre... Oui ? Bonjour, merci d'avoir partagé ton expérience. Alors moi, je bosse dans une ESN où on est spécialisé en programmation fonctionnelle. Et je ne m'attendais pas du tout que sur le deuxième slide, il y ait Haskell. Et donc, je voulais juste rebondir un petit peu là-dessus, où je partage ton analyse que c'est un langage qui est à la fois terriblement beau et satisfaisant à certains moments, et aussi terriblement frustrant à d'autres, en particulier parce que le tooling est à des kilomètres de ce qu'on a dans des écosystèmes plus matures. Et je veux revenir aussi sur un petit peu l'usage de la programmation fonctionnelle. Donc moi, dans cette ESN, on a vu en fait que le marché était en hausse, disons, dans la décennie 2010. Ensuite, il a été porté par les crypto-monnaies en particulier, et que ces dernières années, c'est plus difficile. Il y a quand même deux gros joueurs dans l'écosystème Haskell maintenant, qui sont une boîte qui s'appelle Mercury, qui est un genre de Conto ou Swan américain, et il y en a une autre qui s'appelle Endury. Donc il y a encore des boîtes qui ont du succès avec ces technos, mais le marché a vachement évolué en fait, ces 15 dernières années. Très clairement, au moment où on a créé Fairview et où j'ai choisi Haskell, j'ai été très contente d'aller m'inscrire sur... il y a une page GitHub qui référence les compagnies du monde qui font du Haskell. Et en France, j'étais la 2e, voilà. L'autre, ça devait être nous. Alors, il y avait mon conjoint qui avait la sienne aussi, mais ouais, on devait être 3 à ce moment-là. Peut-être 4. Il y en a une à Lyon qui fait des modèles scientifiques en Haskell, des modèles médicaux. Ah oui, on a bossé pour eux. Ouais. Bah voilà, le monde est petit, mais du coup, oui, clairement, ça a réduit ces dernières années. C'est un peu mon grand regret, c'est que la reprise du travail dans la vie réelle, pour trouver du taf, bah, j'ai accepté de faire du TypeScript au quotidien, et tant pis. Et j'ai passé mes quelques premières années à rager contre TypeScript, et après j'ai fini par accepter que de toute manière c'était comme ça. Mais clairement, ouais, ça me manque. Un bon compilateur qui m'aide, ça me manque violemment en fait. On est tout bon ? Eh bien, merci à tout le monde.